Comment faire quand une vidéo parodique circule sur le web et dénigre votre marque? Comment faire si votre directeur de la com a plus de 50 ans et ne sait même pas ce qu'est Twitter? Peut-on, doit-on influencer le web? C'est le thème de Media Junkie. Peut-on, doit-on influencer le web? Comment faire si on le souhaite? Pour en parler aujourd'hui, Baptiste Rouanette, blogueur. Baptiste. Bonjour Thomas. Bonjour Baptiste, blogueur donc, du blog baptiste.blog.com, spécialiste du marketing online. Et à vos côtés, Vincent Ducret. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Un spécialiste aussi du web, auteur du guide de l'influence. Et c'est aux éditions Erol, un ouvrage très complet sur toutes ces stratégies d'influence. Et aussi conseiller auprès de Luc Châtel, au porte-parole du gouvernement. Donc, c'est un bon terrain d'expérience, de toute façon, la communication politique pour les stratégies d'influence. C'est comme ça qu'est née l'inspiration de ce bouquin? En fait, j'ai eu un passé effectivement d'entrepreneur, j'ai beaucoup travaillé dans le privé et dans la communication. L'expérience gouvernementale que j'ai maintenant depuis 2 ans m'a permis un peu de finaliser un petit peu à la fois cette analyse et puis cette pratique. Et donc, j'ai souhaité effectivement faire partager au plus grand nombre mes travaux que je conduis maintenant depuis une dizaine d'années et qui sont résumés dans l'ouvrage Le Guide de l'influence. Alors, un des principaux apports finalement de cet ouvrage, selon moi, c'est que vous mettez le doigt sur un point clé de la communication à l'âge du web, à l'âge du numérique, c'est le temps réel. C'est l'accélération, on s'en rend tous compte finalement, mais en effet, Twitter, Facebook fait que la communication se propage pas de la même façon, pas aussi rapidement. Exactement. En fait, ça va obliger les marques, les annonceurs, les entreprises, les personnages publics à basculer d'une communication un peu en silo, c'est-à-dire uniquement du web, du média, du mobile, de la TV, du print, à une communication temps réel dans une logique de propagation d'informations. Et c'est dans ce contexte que j'ai mis en point en fait, une sorte de méthode que j'appelle le Hub, qui va encourager les gens à identifier l'ensemble des interacteurs, des interactions qu'ils peuvent avoir avec ces relais de la communication et après essayer de les organiser dans le temps. C'est un petit peu ça la révolution. Alors Baptiste, ça c'est un des problèmes, le temps réel, ou une des nouveautés finalement. Mais il y a autre chose, c'est qu'il y a une dissémination de sources, un nombre de sources. Avant c'était un peu facile, il y avait 3-4 journaux, 3-4 télé, 3-4 radios. Oui, et puis on allumait le soir aux 20h et aujourd'hui le problème c'est que l'information elle est en temps réel et surtout elle est H24. Et puis sur de nombreuses sources, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on va aller rattraper un blogueur qui du fin fond de l'Asie centrale émet une opinion négative sur ma société? Voilà, après quand on est une marque, on travaille avec différents outils, donc ça peut être des outils gratuits, ça va du simple Google Alert, ou après on travaille avec des entreprises privées qui ont mis en place des outils de monitoring où on va scanner différents sites qu'on a. Au début on a établi une pré-liste, puis après ces outils vont faire ressortir différents mots-clés, différentes conversations des internautes. Et l'idée, c'est pour les marques, c'est d'aller surveiller un peu tout ce qu'on dit pour identifier le message négatif. Alors, ça nous ramène au sujet. Est-ce qu'il faut, au final, essayer de contrôler ce qui est dit sur votre marque? Est-ce qu'il faut essayer de l'influencer? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, laisser dire, laisser faire, Vincent? Moi, je pense que le mot de contrôle, je pense qu'il est vraiment à bannir. C'est un petit peu dépassé comme approche. Aujourd'hui, on ne contrôle plus sa marque. On peut accompagner son lancement, on peut accompagner la marque, on peut établir une discussion, une conversation avec ses consommateurs. Mais clairement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la marque n'appartient plus vraiment à l'entreprise, elle appartient à tout le monde. Oui, mais ça suppose un changement de psychologie qui est énorme parce que l'entreprise, c'est quand même l'univers du contrôle, et avec une pyramide hiérarchique. On voit déjà des différences énormes entre des annonceurs qui ont pris vraiment le cap, le virage du temps réel. On peut prendre des exemples justement? Moi j'observe en fait qu'il y a 2 grands types. Il y a donc les grands groupes qui ont les budgets et qui se sont fait effectivement bien conseiller et qui ont investi sur ces nouveaux relais de la communication, sur ces nouveaux profils. C'est le retail, c'est les opérateurs, c'est l'automobile, c'est le voyage. Et donc on voit typiquement que dans toutes ces opérations et dans tous ces secteurs, ils ont clairement investi sur ces relais. Et donc c'est les grands groupes et en même temps les petites sociétés qui ont eu l'intelligence très tôt d'investir pour se différencier. Et au milieu, il y a un gap d'un grand nombre d'entreprises qui n'ont pas encore franchi le cap. Alors je le disais en introduction de façon un peu provocante, et pardon à tous les DIRCOM qui nous regardent qui ont plus de 50 ans, mais si en effet ce n'est pas sa tasse de thé, Twitter, Facebook, cette génération numérique, Internet, même des blogs, comment est-ce qu'on fait pour s'y mettre? C'est souvent compliqué parce que souvent l'impulsion vient d'en haut de la direction de la communication et tant qu'il n'y a pas eu on va dire un bad buzz ou un vrai bruit négatif sur Internet, la direction de la communication ne s'en rend pas compte. Et jusqu'au jour où elle s'en rend compte, et puis elle va internaliser ça en interne, ce qu'on appelle le poste de community manager,
qui va travailler avec la communauté, que ce soit des messages positifs ou négatifs, mais qui va surveiller cette communauté et la faire vivre et surtout faire remonter. Mais alors ça veut dire qu'en fait, il y a un problème aussi générationnel, c'est-à-dire que pour ces postes, il faut plutôt quelqu'un de 25-30 ans et qu'il n'a pas forcément le poids nécessaire pour mettre en œuvre les politiques qui conviendraient? C'est vraiment la problématique, c'est qu'aujourd'hui dans l'entreprise, vous avez 3 générations qui interagissent, les baby-boomers qui sont souvent donc à la direction des sociétés, la génération X qui sont les 30-45, et puis cette génération Y qui a 20-30 ans et qui est souvent sur le web et qui doit se faire écouter, se faire entendre parce qu'on le voit, le fondateur de Facebook, il a moins de 30 ans. Prenons un exemple concret. Il y a eu cette campagne autour de KitKat qui montrait finalement un doigt de gorille, je crois, à la place, enfin emballé dans du KitKat. Ça a eu un impact sur la bourse, sur l'action Nestlé qui fabrique KitKat, moins 2% à Wall Street. Donc c'est quelque chose qui n'est pas marginal en fait. Il faut réagir et savoir gérer ça. Il faut réagir et surtout après ce qui est compliqué, c'est que pour des marques comme Nestlé, il faut réagir à l'international et il faut être prêt à pouvoir répondre en anglais, en français, en allemand, en japonais, en chinois, en russe. Et c'est toute la complexité aussi du web. Avant, on était sur on va dire des problèmes, des bad buzz qui étaient très locaux. Et aujourd'hui, on part tout de suite à l'international. Et quand une rumeur part sur un Facebook, pouvoir l'arrêter, pouvoir contrer un groupe qui a été créé contre sa marque, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que... Et on peut le faire au final? Est-ce qu'on peut arriver à arrêter ce bad buzz? Est-ce que cette vidéo, j'imagine, circule toujours? Je pense qu'on peut arrêter ce que j'expliquais souvent aux clients, c'est vaut mieux prévenir que guérir. Si en amont, on a préparé une stratégie de riposte, on a une stratégie de crise sur Internet, on est prêt à répondre et à dégainer. Mais derrière, alors ça, c'est un point intéressant parce que dans la temporalité, dans le hub temporel que vous pouvez nous présenter, finalement, on parle de la seconde après l'événement, mais on pourrait remonter aussi le temps, c'est-à-dire anticiper et être en amont. En fait, ce qu'on observe sur ce schéma que j'ai souhaité assez simple, c'est les 4 sphères. Donc d'abord, ça part de la communication, après l'information arrive dans les médias, après elle arrive sur Internet et après elle est remixée, donc elle arrive dans l'opinion. Et on s'aperçoit que parfois, l'information peut démarrer d'Internet et puis remonter dans les médias. Donc c'est ce qu'on va appeler un buzz. Et parfois, effectivement, la presse, c'est ce qui s'est passé avec Greenpeace, avec Nestlé. Ils ont sorti un scoop et l'information est arrivée directement dans l'opinion. Donc conscient de ces enjeux, il faut qu'effectivement les entreprises aient le courage et la vision d'investir sur ces nouveaux profils de la communication. Je pense qu'à un moment, il faut aussi ne pas parler tout le temps de buzz. Et on l'a bien vu avec le prix Pulitzer où c'est un web, on va dire, journaliste. Et donc c'est l'information qui venait du web qui a été primée et ce n'est plus l'information qui vient uniquement du papier ou du média classique. Oui, ça amène ma prochaine question. C'est-à-dire que tout ce qui vient du web n'est pas forcément négatif, faux, trompeur ou du mauvais buzz. Il peut aussi y avoir du bon buzz. D'ailleurs, les entreprises le cherchent. Ils travaillent avec leurs agences pour faire en sorte de créer des mécanismes. Il y a des recettes aussi? Elles vont essayer d'identifier ce qu'on appelle des ambassadeurs, qui sont des consommateurs, des personnes qui sont vraiment c'est la love mark, et les marques vont essayer d'identifier et de développer des interconnexions avec l'ensemble de ces forts consommateurs qui sont en même temps des relais d'opinion pour leur marque. Et je pense que ça, c'est un avenir. Il y a beaucoup de boîtes de retail qui en font. Il y a Lego qui a parlé de sa communication récemment. Et c'est clairement, à mon avis, un des points de développement possible pour les grands groupes. Baptiste, vous, on pourrait dire que vous êtes dans cette cible de blogueurs, de références, d'influenceurs. Vous êtes approché par les marques justement pour parler d'elles, pour pas forcément faire de la pub, mais en tout cas être sensibilisé. On est approché très souvent. Après, il y en a qui le font de manière très bien, une manière de simple envoi d'un communiqué de presse. Et après, il y en a qui créent une vraie relation sur le long terme. Mais je pense qu'aujourd'hui, la force, c'est de créer une vraie relation sur le long terme et pas faire uniquement un one-shot pour le lancement d'un produit. Et beaucoup de marques créent il y a on va dire une communauté d'ambassadeurs qui va porter la marque. Et les marques le font depuis très longtemps, que ce soit en online ou en offline. Le bon exemple, c'est Apple et Harley-Davidson, ou même quand les deux marques ont été un peu dans le creux de la vague, il y a toute cette communauté qui pousse la marque et qui l'aide à vivre. Au final, c'est quoi votre recommandation pour une société, une entreprise, disons qu'elle a les moyens? C'est d'avoir une équipe en interne qui gère ces problématiques ou c'est de l'externaliser à des spécialistes? Les outils, on externalise, parce que c'est des outils qui peuvent très bien être externalisés. Et après, je pense qu'en interne, après, il y a des stratégies où des annonceurs comme McDonald's vont travailler avec une grosse dizaine d'agences. Et après, il y a des annonceurs qui ont l'habitude d'internaliser beaucoup. Moi, je pense que c'est des postes qu'il faut internaliser parce que quand il y a une décision rapide à prendre et qu'il faut répondre rapidement à un bad buzz,
Si on est une agence, il faut remonter à la direction, la direction valide et ainsi de suite. Alors quand c'est en interne. Vincent ? Moi, je pense qu'effectivement, on va vraiment vers une internalisation et il y aura de l'accompagnement et du conseil en accompagnement. Mais comme on est dans du temps réel, il faut essayer de limiter les interactions et les délais. Donc, ça sera plutôt en interne. Et ça, pour finir, ce sera ma dernière question. Vous êtes conseiller au gouvernement, on l'a rappelé en introduction. C'est quelque chose dont ont conscience maintenant les responsables, les décideurs ? De plus en plus. On le voit justement dans le recrutement de profils un petit peu comme le mien au sein des cabinets. Pendant une longue période, il y avait un grand nombre de conseillers, de consultants extérieurs. Et maintenant, on internalise parce qu'on est dans une logique de temps réel. Baptiste, un mot de conclusion sur la stratégie d'influence. On n'a pas fini d'en parler, j'ai l'impression. Non, on n'a pas fini d'en parler. On le voit bien aujourd'hui, il y a quand même 15 millions, rien que sur les membres de FIC, il y a 15 millions de Français sur Facebook. Il y a Facebook, il y a les blogs. Dire ce que sera le web dans un an, on n'en est pas capable. Donc je pense qu'il faut s'y mettre et il ne faut pas hésiter à investir. Parce que voilà, c'est aussi important, c'est de se dire que c'est un certain coût. Mais derrière, ça peut vous protéger d'un bad buzz comme l'a fait KitKat. Eh bien, on en reparle dans un an, ici même. Merci. En attendant la semaine prochaine. Merci. À bientôt.